j'entends beaucoup des sages-femmes, par exemple, des kinés, qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé, c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé. Mais la réalité, moi, quand je reçois les femmes en consultation, je me rends compte maintenant qu'il y a autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire que l'inverse, que des femmes qui ont des tensions en fait au niveau du périnée. Et quand elles ont des tensions, c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité. Un manque de tonicité, ça peut engager des fuites urinaires, des descentes d'organes, mais un trop de tension également. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple, pendant leur sexualité. Et ça, c'est une tension, c'est un signe de tension. Des femmes qui ont du mal au niveau émotionnel à lâcher prise, qui ont un manque d'ancrage. Enfin voilà, ça peut engendrer beaucoup de problématiques. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bienvenue dans l'épisode 10 de Talk Podcast, Entreprendre dans la sexualité. Pour ce 10e épisode, vous allez découvrir Lydia Vasquez. Lydia a été l'une des premières en France à proposer des formations sur les eudionie éthiques et la continence menstruelle. Elle forme également à la contraception naturelle et au féminin sacré. Elle allie différentes techniques ancestrales et modernes. Efficace, simple, ludique, cette méthode s'adresse aux femmes en faisant le point entre physiologie, énergétique et spirituelle. Elle propose donc des consultations, des conférences, des formations et des produits éthiques sur sa boutique en ligne sur son site. Et oui, pas besoin de monter une start-up ou ce qu'il s'y ressemble pour être entrepreneur. Être indépendant comme Lydia en est une forme. Et c'est pourquoi je voulais vraiment qu'elle nous explique son activité. Bonne écoute. En tout cas, merci beaucoup Lydia d'avoir accepté de faire cette conversation, de me présenter ce que tu fais parce que je t'avoue que je vais avoir besoin de toutes tes lumières là-dessus. Tu m'expliques bien ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que les audionies, quel stage exactement tu proposes, dans quel contexte, à qui, et surtout d'abord c'est quoi ta formation, comment t'en es venue à faire ça, parce que voilà, c'est ton activité principale, si j'ai bien compris. Donc, tu es entrepreneur et donc du coup, pour moi, voilà, j'interviewe tout type d'entrepreneurs qui touchent à la sexualité d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que là, tu as peut-être un parcours entrepreneur un peu différent des autres que j'ai pu interviewer pour le moment. Donc voilà, je te laisse te présenter et puis me présenter ce que tu fais. Et ensuite, je ferai les questions. Voilà. Je m'appelle Lydia Vasquez, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants et je guide les femmes pour une féminité rayonnante et naturelle depuis environ 8 ans maintenant. Ok, d'accord. Et comment t'en es venue à faire ça du coup, Euh, avant d'expliquer exactement ce que tu fais? Moi, ça fait maintenant, je pense, 25 ans que je m'intéresse à la féminité au naturel, on va dire. J'ai commencé, en fait, c'est vraiment un parcours de vie qui m'a amené à ça. C'est moi, d'un point de vue personnel, qui ai eu envie très jeune d'aller faire des recherches sur le tantra, sur le taoïsme. J'ai découvert la pratique de l'œuf de yoni à 16 ans environ, 17 ans. Ensuite, voilà, toute ma vie, j'ai fait des recherches pour moi sur la contraception naturelle, sur toutes ces techniques. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans plus de 25 pays avec mon sac à dos. J'ai rencontré énormément
de peuples différents entre guillemets. Enfin, j'ai essayé de me renseigner. Au début, je me renseignais sur les plantes médicinales beaucoup parce que j'ai suivi des initiations quand j'étais petite par ma famille, quoi, par transmission familiale, sur les plantes médicinales. Et ensuite, j'ai eu envie de pousser en fait ces connaissances. Et quand j'ai voyagé, j'ai rencontré des chamans, des anciens, des personnes, des gens qui soignaient comme ça avec les plantes. Et mon chemin m'a aussi, en parallèle, du coup, guidée vers la féminité au naturel, parce que dans mes voyages, j'ai rencontré des femmes chamanes, entre guillemets, qui faisaient des initiations, et donc j'ai toujours suivi cette route parallèle avec les plantes. Et j'ai été aussi danseuse professionnelle, donc j'ai beaucoup travaillé sur le corps, sur l'expression du corps, voilà, mon chemin. D'accord. OK, donc c'est un long chemin, et tu beaucoup voyagé, tu travaillais en même temps. Tu faisais comment, en fait, avant d'être indépendante avec Free Moon? Alors ouais, quand je voyageais, j'étais bon, je faisais des spectacles de danse, j'ai fait un peu tout, j'ai bidouillé un peu partout, des petits boulots à droite à gauche. Et ensuite, quand je suis revenue vivre en France, il y a maintenant, je pense, je, ouais, à 18 ans, 19, 17 ans, un truc comme ça. Je suis revenue en Bretagne. Donc je voulais travailler vraiment dans les plantes médicinales. Donc j'ai créé une première entreprise. Au début c'était une association, ensuite c'est devenu une entreprise où j'enseignais à utiliser les plantes dans la vie de tous les jours, dans les cosmétiques, dans une trousse à pharmacie, dans la nourriture, voilà. Et à mesure, j'en ai eu marre de faire ça. J'ai été aussi danseuse pro en parallèle, et puis j'en ai eu marre. J'ai tout laissé tomber après ma seconde grossesse, et j'ai été en gestation pendant quelques mois en fait de ce nouveau projet qui émergeait, et je me suis dirigée voilà sur la féminité au naturel. D'accord, OK, et donc en fait, tu as rassemblé un peu toutes tes connaissances, que tu as pu, du coup, apprendre par toi-même et par tes voyages dans Free Moon, donc pour une féminité rayonnante, qui se traduit par, si j'ai bien compris, de la vente, voilà, d'œufs de yoni, d'éponges menstruelles, de coquillages d'allaitement, je connaissais pas du tout, de culottes menstruelles, ça, on commence à connaître un peu plus, donc entre autres, hein, tu en parles d'autres choses? Ouais. Et aussi, les sextoys naturels, donc ce soit, les quartz roses ou les super, sextoys en bois de, Idée du désir que j'avais découvert aussi, ouais. Heu et aussi surtout, voilà, ces formations des potions aussi. Comment tu trouves tous ces produits, ou est-ce que tu les fais toi-même, tu les «commandes» entre guillemets toi-même? Parce que tu les fais pas tous toi-même, j'imagine. Comment ça se passe déjà pour la partie, voilà, sélection de produits, si je puis dire, boutique en ligne, et ensuite on passera à la formation? Ouais, donc la boutique en ligne, au début, j'ai commencé vraiment il y a 8 ans, je faisais que des formations, et à chaque fois, je parlais de tous les produits que j'aimais, des choses qui étaient en lien avec la féminité et que j'aimais, bah, entre autres les œufs de yoni au début, et à chaque fois, les femmes me demandaient: «Mais où est-ce qu'on peut en trouver? Où est-ce qu'on peut en acheter?» Et moi, au fur et à mesure, j'ai commencé, bah, à en trouver, pour pouvoir conseiller les femmes où elles pouvaient en acheter, puis au fur et à mesure, je me suis mise à en vendre, et puis, bah, ma boutique a grossi et c'est devenu une boutique en ligne qui marche très bien maintenant. Je fais aussi des festivals et tout ça. Et en fait, les produits, c'est que des coups de cœur. En fait, je peux pas vendre quelque chose qui ne me parle pas ou que je n'aime pas ou qui me semble pas cohérent, quoi. Tout ce que je fais, ça vient des tripes, quoi. Je le fais avec mes tripes, et tous les produits que j'ai dans ma boutique, je les adore tous. C'est des produits que je peux en parler pour chacun pendant des heures. C'est que des trucs que je trouve géniaux, super utiles, pratiques, écologiques, éthiques, voilà, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est vraiment que des produits que j'adore. Au début, je fabriquais certaines choses. Je faisais des onguents, des baumes, des essences, des trucs comme ça, des tisanes. Maintenant, je délègue beaucoup parce que je suis débordée et je peux plus tout faire. Donc maintenant, je fais beaucoup d'achats revente. Mais par contre, j'essaie vraiment bah déjà, il faut que moi, la personne, mes fournisseurs, il faut que ce soit un lien de confiance, que ce soit une rencontre humaine avant tout, quoi. Je peux pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Donc voilà, c'est vrai que toutes les personnes avec qui je travaille, il y a voilà, c'est une rencontre humaine avant tout. Ouais, c'est ça. OK, bah, ouais, normal, mais enfin, normal pour pas mal de gens, pas pour tous, mais très bien que tu le précises, et ouais, pour, si on fait une précision, un focus un peu sur, les œufs d'Ioni,
parce que du coup, je me suis un peu renseignée, mais j'avoue que j'ai un peu regardé tes vidéos, mais il y en a tellement que j'ai pas eu le temps de tout bien digérer, si je puis dire. Donc, je suis pas sûre d'avoir tout capté. Quand on commence, par exemple, sur ton site, si on veut acheter un premier produit pour découvrir un peu ce que c'est que le féminin sacré, etc., il faut commencer par acheter un œuf de jade, c'est ça? Si j'ai bien compris. Enfin, vaut mieux commencer par ça. Alors, alors pour les œufs, oui. Enfin, les œufs, il y a les œufs de Yoni. C'est toute une pratique qui est compliquée à expliquer. Enfin, compliquée non, mais qui est, qui s'explique pas en 2 secondes, quoi. En fait, il y a deux grandes traditions dans le monde. Il y a la tradition asiatique, Chine, Japon, Thaïlande, Inde, qui c'est très, très, très vieux, très ancien, hein. Les premiers trucs, ça remonte à plus de 5000 ans. Et donc, en Occident, on a beaucoup la pratique taoïste qui a émergé, qui est venue parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé. Il y a eu un homme, Mantak Chia, qui enseigne là-dessus. Après, il y a aussi toute la pratique, il y a toute l'histoire en fait des œufs en Amérique latine. Au Mexique, il y a des femmes aussi qui utilisent les œufs de yoni, les œufs en obsidienne en fait de façon très chamanique. Elles utilisent ça comme une quête de vision. C'est une pratique qui C'est-à-dire, comment? qu'est-ce que tu entends par quête de vision? En fait, dans le chamanisme en général, en Amérique latine, on pratique. Il y a des choses qui sont pratiquées qui s'appellent des quêtes de vision. C'est pour aller se reconnecter à son âme, pour aller voyager entre les mondes, on va dire. Donc, ça peut être des plantes hallucinogènes, ça peut être des danses qui créent des trans, ça peut être des pratiques comme, par exemple, ce qu'on appelle les temazcal au Mexique ou les inipis, où c'est comme des sortes de petites huttes où il y a de la vapeur très chaude. En fait, on est en lien avec les éléments, avec l'eau, la terre, le feu. Tout ça, c'est des outils en fait qui aident à, aller se connecter en fait avec d'autres mondes, d'autres dimensions, à connecter notre âme. Enfin voilà, pour expliquer vraiment rapidement ce que c'est que le chamanisme en 3 mots quoi. Du coup, l'œuf de Yoni est un de ces outils que les femmes là-bas utilisent pour aller se connecter à leur âme. L'obsidienne, c'est une pierre qui est volcanique, c'est une pierre noire qui est très puissante. C'est une des pierres les plus puissantes, je trouve. Même en bijoux, quand on la porte, c'est une pierre qui est très forte. Et du coup, en interne, en œuf de Yoni, c'est une des pierres les plus fortes qui peut vraiment nous amener à nous mettre face à nos parts d'ombre, en fait, à notre moi profond, mais euh, notre côté obscur, on va dire. Elle peut faire émerger ça. Et l'œuf de Yoni, en général, c'est des pierres, plusieurs, donc il y a plusieurs pierres. Il y a le jade, le quartz rose, l'obsidienne. Il y a des pierres qui sont très fortes, d'autres un peu plus douces. Voilà. Chaque pierre va avoir une propriété différente. Et il y a aussi des pratiques différentes. Donc, comme avec l'obsidienne, qui est vraiment une pratique plus chamanique. Moi, je l'enseigne pas comme ça. Je le fais, mais qu'à certaines personnes. Voilà. C'est un truc vraiment particulier. Et sinon, après, tout le reste du travail qu'on peut faire en général, c'est beaucoup plus doux et c'est principalement pour travailler au niveau physiologique sur le périnée. Donc, on va travailler sur l'équilibre entre détente et tonicité périnéale, musculaire périnéale. On peut travailler sur renforcer les muscles du périnée, détendre. On peut travailler sur la dissociation aussi musculaire. On peut travailler sur plein de choses. En fait, l'œuf de Yoni, c'est un outil qui travaille autant au niveau physiologique, qu'énergétique, que spirituel, qu'émotionnel aussi, parce que ça peut faire remonter des mémoires transgénérationnelles, des émotions qui sont stockées dans le ventre. Enfin voilà, c'est vraiment un travail très profond qui est fait et qui aide la femme à aller se reconnecter à son ventre, à son sexe, à son corps, à sa féminité. C'est un outil qui est très intéressant. D'accord, j'ai plein de questions qui viennent là, tu parlais juste de dissociation musculaire. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors en fait, le périnée, c'est un ensemble. Souvent, je me rends compte qu'il y a des femmes qui, quand elles pensent périnée, elles pensent que c'est un seul muscle, alors qu'en réalité, le périnée, c'est un ensemble de plusieurs muscles. Oui, c'est vrai. On peut Oui. l'utiliser en plein, plein de zones différentes. Il y a le périnée superficiel, central, profond. Il y a le périnée postérieur, le périnée antérieur. On peut diviser déjà toutes ces parties-là. Et avec l'œuf de Yoni, on peut arriver à ressentir chacune de ces zones et à les dissocier. Plus on travaille avec, D'accord. plus on affine le ressenti et plus on peut le dissocier. Et c'est un gain de connaissance de soi, un gain pour la sexualité, forcément, en plaisir. On maîtrise plus notre corps. Enfin voilà, c'est très intéressant.
Et tu disais dans une de tes vidéos que, en soi, enfin, c'est important pour sa sexualité et pour se réapproprier son corps de, voilà, de tonifier le périnée, mais il faut pas non plus qu'il soit trop musclé. Et comment tu jauges ça? Est-ce que voilà, c'est comme la muscu, il faut pas trop en faire. Enfin oui, c'est une sorte de musculation du périnée. Enfin, comment tu sais que t'es allé trop loin, que tu as fait trop d'exercices? Enfin, comment tu juges ça? Alors en fait, moi quand j'ai commencé du coup à travailler sur l'œuf de Yoni, c'est vrai que tout ce qui est enseigné, bon, comme je disais, ça a été beaucoup amené par des hommes en fait en Occident. C'est très yang, très masculin et c'est tout le temps, on parle tout le temps de muscler, muscler, muscler le périnée, qu'une femme qui a un périnée qui est super musclé, c'est génial pour sa sexualité. Et en réalité, le vécu que moi j'avais, c'était différent. En fait, je me rendais compte que plus j'avais un périnée musclé et moins j'avais de sensations. Au début, ça a été amplifié. Donc, grâce à l'œuvre de Yoni, j'ai connu plus mon corps. J'ai eu beaucoup plus de plaisir dans la sexualité. Et puis, bah, après, ça s'amenuisait. Et en fait, je me suis rendu compte que le travail sur la détente était aussi important. Et même, j'entends beaucoup bah, des sages-femmes, par exemple, des kinés, qui disent une femme qui a un périnée qui est musclé, c'est une femme qui a un périnée qui est en bonne santé. Mais la réalité, moi, quand je reçois les femmes en consultation, je me rends compte maintenant qu'il y a autant de femmes qui ont un problème de tonicité musculaire que l'inverse, que des femmes qui ont des tensions en fait au niveau du périnée. Et quand elles ont des tensions, ben, c'est autant de problématiques que si elles ont un manque de tonicité. Un manque de tonicité, ça peut engager des fuites urinaires, des descentes d'organes, mais un trop de tension également. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple, pendant leur sexualité. Et ça, c'est une tension, c'est un signe de tension. Des femmes qui ont du mal au niveau émotionnel à lâcher prise, qui ont un manque d'ancrage. Enfin voilà, ça peut engendrer beaucoup de problématiques. Et tu vois, par exemple, là aujourd'hui, j'ai eu deux consultations. Les deux consultations, c'était des femmes qui avaient des gros soucis de détente en fait périnéale, qui avaient des très grosses tensions, presque du vaginisme. J'en ai énormément, et plus pratiquement que des femmes qui ont un manque de tonicité. Et du coup, pour moi, c'est assez important, quoi. Cet équilibre, il est primordial pour une femme. Et souvent, ce surplus de tonicité, enfin, c'est cette crispation musculaire, heu, elle vient aussi, voilà, de stress. Elle vient pas d'un excès, d'exercice avec, des boules de geisha ou un œuf de yoni, quoi. Parfois, c'est juste aussi physiologique. On contracte trop nous-mêmes parce que, à cause d'éléments extérieurs Ouais, en ou fait, voilà, de c'est un tout. Il y a des femmes, des fois, c'est presque, bah, ça peut être émotionnel parce que du coup, s'il y a une émotion qui nous stresse, qui nous submerge, des fois, la réponse du corps, c'est de se crisper. Ça peut venir de la respiration aussi, on respire moins profondément. Et donc le corps se crispe, le périnée aussi. Du coup, le périnée, c'est quand même une partie qui est très très centrale dans le corps. C'est le périnée, il est central et il soutient beaucoup de choses en fait. Il soutient les organes, il est en lien avec le diaphragme pulmonaire, il est en lien avec le psoas, il est en lien avec plein de choses en fait. Et s'il y a une tension inconsciente, émotionnelle de base, et ensuite qui se répercute dans le périnée, et ensuite elle peut se répercuter dans tout le reste du corps. Euh, et cette tension, elle peut être émotionnelle, mais elle peut être juste, bah, à la base, souvent c'est émotionnel. Hein. Dans 99% des cas, c'est émotionnel. d'accord. Donc OK, ouais, donc les œufs d'Yoni, on en a bien parlé un petit peu, enfin, même si je sais que c'est très court pour les Ouais, présenter et ça tellement de mérite choses. beaucoup plus d'attention, mais au moins ça fait voilà, une présentation générale pour, aller chercher plus derrière et surtout aller voir sur ton site. Ou sinon, tu proposes, si j'ai bien compris, des stages, différents types de stages pour, t'y initier. Bon, pas que à ça, tu fais un stage de 2 jours pour, tout ce qui est contraception naturelle, un stage d'une journée pour, donc pour les œufs de yoni l'œuf de yoni, et ensuite il y a d'autres, il y a consultation à distance. Voilà, c'est quoi la différence? Enfin, qu'est-ce que tu fais dans ces 3? Ah, pardon? Allô? Oui, tu disais Ouais. quoi? Je te disais, qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 formations-là? Et c'est bizarre, on dirait que ça a pas enregistré. Bon, c'est pas grave, je vais voir. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 consultations-là? Et surtout, comment tu te présentes, en fait, aux patientes, clientes? Voilà, parce que tu es pas médecin, tu es, voilà, tu es spécialiste, de ces pratiques-là. Elles, du coup, comment elles le perçoivent et surtout qui vient te voir, en fait? Comment elles sont au courant de ces pratiques-là?
Alors, bah, les femmes que moi je reçois bah, des femmes maintenant c'est beaucoup avec le bouche à oreille. Euh, alors comment je me présente? Ben, après oui, c'est vrai que ce que je fais, c'est pas du médical, hein, mais bon, quand même, ça touche bah, au périnée, et qui peut être des fois presque médical. Après, moi, je sais que je suis souvent conseillée par des sages-femmes. Je forme aussi des femmes euh, qui sont professionnelles aussi. Donc, c'est comme un échange un peu souvent. Elles me renvoient du monde, moi je leur renvoie du monde. C'est assez complémentaire en fait notre travail. Je travaille beaucoup en lien avec des kinés, des sages-femmes. Je sais que mes formations sont reconnues par des professionnels. Euh, voilà, pour le lien des deux. Les stages que je fais, en fait, ils sont bah, tout le temps liés au corps, à la sexualité. Après, euh, j'essaie moi, si ça me dépasse, en fait, si c'est plus pas si je vois qu'une femme, par exemple, qui a une grosse problématique et là, je suis pas capable, je suis pas médecin, donc je suis pas capable de la traiter, je renvoie vers des femmes que je connais, qui sont sages-femmes, kinés, ostéo, voilà, chez d'autres professionnels qui sont plus aptes que moi à gérer ça. Ok, d'accord. Mais du coup, t'es considérée comme thérapeute. Enfin, c'est quoi le titre en fait? Parce que voilà, t'es entrepreneur et juste, enfin, c'est vraiment une question en termes légal. Voilà, comment tu te présentes pour que, par exemple, pour des personnes qui connaissent pas du tout ce monde-là, voilà, un peu plus Ouais. spirituel et de la manière de se rapproprier son corps, et confiance en fait en toi. Est-ce qu'il y a un titre, il y a un statut particulier ou est-ce qu'il y a plein de Non, thérapeutes pas différents? vraiment. Après, moi, je me dis que je suis coach de l'intime. Si vraiment Ok, il faut voilà, prendre c'est ça que je un voulais. terme. Comment? C'est que je voulais un peu un titre, même si c'est pas Ouais. forcément le titre, mais je voulais un peu, enfin, savoir comment je pouvais Ouais. te présenter à d'autres personnes qui connaissent pas ou qui auraient pas forcément la curiosité, tu vois, d'aller voir le type de formation que tu fais parce que c'est pas du médical, etc. Mais Mm. pourtant, ça peut être hyper intéressant et ça peut vraiment, bah, la preuve, ça fonctionne pour plein de femmes. Mm. Donc voilà, je me demandais comment tu te présentais. Voilà. Ouais, c'est ça, coach de l'intime. Après, bon, c'est pas un terme que j'utilise souvent, mais Ouais, ouais, c'est pas évident. C'est vrai que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je reste un peu floue. Je dis, je donne des formations pour les femmes. Voilà. d'accord. Ok. Et donc oui, donc beaucoup de bouche à oreille et ouais, s'articule comment du coup juste ce stage contraception naturelle et ce stage d'IONI? Alors, bah, les stages contraception naturelle, c'est sur 2 jours. Le but, c'est vraiment, moi, je me suis formée, bah, pour moi, personnellement, à la contraception naturelle parce que j'ai jamais supporté les contraceptions hormonales. Je peux pas, quoi, mon corps ne le supporte pas. Donc, ben, ça a été un gros problème pour moi, la contraception, assez rapidement. Donc, j'ai voilà, cherché des alternatives, plein d'alternatives. Et il y a quelques années, bah, j'ai découvert les indices combinés, ce qu'on appelle la symptothermie en France. Voilà, j'ai poussé là-dessus et je me suis formée avec plusieurs autres techniques. Et là, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est parce que je suis pas sûre que tout le monde alors, soit au courant de. bah, par exemple, il y a le travail d'Aviva Steiner qui permet d'empêcher l'ovule de s'implanter même s'il a été fécondé. Ça, en gros, ça fonctionne comme la pilule du lendemain, mais naturelle. Euh, Mhm. Ce sont des sortes de mouvements en fait du périnée. On appelle ça des danses contraceptives. Et il y a aussi des techniques, des vieilles techniques qui sont issues du taoïsme, qui permettent de bloquer l'ovulation et donc de ne plus avoir ses menstruations et donc de ne plus être fertile. Voilà. Après, dans mon stage, en fait, sur 2 jours, on voit 6 méthodes différentes comme ça, et j'enseigne vraiment à les utiliser, à les pratiquer et à les comprendre surtout. Voilà. D'accord. Ok. Et en termes enfin, à partir de combien de temps, il faut combien de temps d'exercice pour être pas quasiment sûr, mais avoir un bon pourcentage de réussite pour que les personnes aient confiance en leur pratique elles-mêmes voilà, de ces mouvements-là? Bon, alors ça dépend des femmes, ça dépend où elle en est rendue déjà dans la connaissance d'elle-même, le chemin qu'elle a déjà fait par rapport à tout ça. Mais moi, je dis en général, une fois que vous avez compris euh, toute la théorie, après il faut la mettre en pratique et il faut compter environ 6 mois. 6 mois, bah, du coup, c'est que 6 cycles hein, finalement, pour vraiment l'assimiler et se dire que c'est bon, on maîtrise et si on le fait bien correctement pendant 6 cycles, normalement c'est bon après quoi, c'est acquis. Ok, d'accord. Très bien.
Et du coup, pour l'œuf de Yoni? Et donc le stage sur l'œuf de Yoni, il se passe c'est sur une journée. Il y a le matin de la théorie, donc on voit la théorie sur le périnée, sur la détente, la tonicité, la dissociation, tous les muscles qui sont engagés, le lien avec justement la respiration, les postures, la visualisation. Et ensuite l'après-midi, je fais faire les exercices, donc on passe à la pratique sans l'œuf de Yoni en interne. Euh, et du coup, j'utilise beaucoup la méditation guidée pour que les femmes puissent aller toucher euh, en conscience les muscles qui sont engagés. Et ensuite, pour celles qui veulent, ensuite, à la fin, en fin de journée, on peut refaire les mêmes exercices avec l'œuf de yoni en interne. C'est pas une obligation. D'accord, OK. Parce que et du coup, est-ce que ça, là, c'est des femmes, voilà, qui sont venues te voir pour cette formation-là. Oui. Il y en a que ça te dérange peut-être d'essayer ça, en cours entre guillemets avec Ouais. d'autres femmes? Ouais, c'est ça. Après, moi, je reste vraiment, j'essaie tout le temps de rassurer les femmes en leur disant que dans mon cours, il n'y a pas de nudité. Enfin, il y a des endroits pour s'isoler pour celles qui veulent insérer leur œuf de yoni. C'est pas, bon, là, on n'est pas à poil en train d'essayer. C'est vraiment, enfin voilà, c'est très bienveillant, quoi, et c'est pas, il n'y a rien de bizarre où on travaille juste sur nos corps, sur nos ressentis, avec des postures, avec des respirations, avec des méditations guidées. Voilà, quoi, on travaille sur le périnée, c'est tout. Et après, pour celles qui veulent l'utiliser en interne, c'est possible. Mais c'est vrai que moi, souvent, je le recommande pas forcément parce que, pas si c'est la première fois. Je trouve que quand on utilise l'œuf de yoni, il faut être super détendu. Et c'est important d'être tranquille chez soi. C'est pas la même énergie que d'être à 10 dans une pièce. Enfin voilà, il y en a après, enfin, donc après voilà, donc après c'est pour ça que je dis c'est chacun comme chacune veut, y a aucune obligation. OK, Et puis j'ai un autre d'accord. stage aussi, j'ai un stage sur la continence menstruelle, ce qu'on appelle le flux Oui, libre aussi. oui, ça par contre, ça me parle plus, enfin, je connais plus déjà. Ouais. Mais ouais, et du coup, comment tu enseignes ça du coup? Parce que moi pareil, je me suis renseignée là-dessus, je me suis plus, voilà, j'essaie de comprendre comment mon corps fonctionnait, de m'entraîner un peu, mais mais je le fais pas forcément en mode vrai entraînement, vrai, voilà, je le fais un peu comme il vient en fonction aussi des circonstances, si je dois bouger, si je suis chez moi, si je me sens à l'aise, pendant ce cycle-là de le faire ou pas, voilà. Mais c'est pas forcément un automatisme. Toi, est-ce que du coup, comment tu l'enseignes et après est-ce que les femmes, elles le gardent vraiment ou c'est de temps en temps quand elles veulent? Après, après voilà, c'est chacune. Il y a un peu toutes les démarches en fait. Des fois, il y a des femmes qui viennent me voir dans ce stage-là parce qu'elles veulent vraiment y arriver. D'autres parce qu'elles ont essayé d'abord et qu'elles n'ont pas réussi toutes seules, ou qu'elles ont réussi mais qu'elles veulent encore plus de renseignements. Il y a vraiment de tous les cas. Et des fois aussi, il y a des mamans qui offrent ce stage à leurs jeunes filles qui viennent d'avoir leur menstruation. C'est un beau cadeau. Et elles Ah, viennent du trop coup bien. Ouais. ensemble. Ça arrive souvent, ça. Euh, Elles viennent comment? Elles viennent ensemble, du coup, la maman et la jeune fille qui vient d'avoir ses règles. Donc, je trouve que c'est un beau cadeau. Mmh. Euh, voilà. Et puis, du coup, comment j'enseigne, c'est que le matin, pareil, il y a toute la théorie là-dessus, en fait, exactement pourquoi ça fonctionne comme ça, comment, voilà, le lien avec l'utérus, avec le périnée, comment ça fonctionne. Et après, c'est très en lien avec l'œuf de Yoni. Donc, forcément, si on a fait le stage sur l'œuf de Yoni avant, ça va être beaucoup plus facile pour y arriver parce qu'on travaille sur la dissociation musculaire et la détente, et les deux sont super intéressants pour la continence menstruelle. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et ensuite, D'accord. pareil, je propose beaucoup des exercices de visualisation, de travail sur le périnée pour contacter les OK. zones qui sont en lien. Donc c'est aussi est-ce que c'est aussi l'occasion, quand tu fais cette partie théorie, d'expliquer un peu, le fonctionnement des règles, le fonctionnement de son corps, Oui, justement notamment aux plus jeunes, filles qui viennent, oui, pour comprendre leur corps à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a nos règles ouais. à 12-13 ans, plus ou moins d'ailleurs? Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je parle de tout le détail, en fait, du cycle, quoi, en fait. Comment, pourquoi. Mm. OK. D'accord, et c'est ce que, les du coup, ces jeunes filles-là, bon, après, j'imagine qu'elles sont quand même éduquées par des mamans qui sont ouvertes à ce sujet-là, mais elles se disent pas, «Mais pourquoi je mettrais pas un tampon? Pourquoi je mettrais pas une cup, une serviette comme mes copines peut-être?» Est-ce qu'elles comprennent l'intérêt, du flux Oui. instinctif libre, pardon, et la liberté que ça peut leur donner, ou c'est un peu aussi encore, une autre approche pédagogique à faire? Non, en général, bon, celles qui viennent, elles sont assez ouvertes. Après, moi, je me dis que même si une jeune fille,
elle veut pas l'utiliser tout de suite, au moins elle a compris. Et en général, quand elles viennent juste d'avoir leur menstruation, quand elle découvre son corps et tout, c'est le meilleur moment en fait pour la prendre parce qu'elle prend pas de mauvaises habitudes comme nous. Après, on peut avoir, si à 40 ans on découvre le flux libre, c'est sûr que ça va pas être la même facilité pour le corps. Et même si elle décide de pas le faire tout de suite, de toute façon, elle aura compris le principe et enfin, en général, ça se fait assez inconsciemment, quoi. Si elle a fait le stage, elle comprend les muscles et après, elle va le faire quand elle aura ses règles, quoi. Et puis surtout, elle saura que ça existe parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le flux instinctif libre. Pardon, même les Odioni, moi, je connaissais au moins deux noms sans pour autant voilà, connaître exactement comment ça fonctionne. Mais est-ce que tu trouves pas qu'il y a un manque de communication sur j'allais dire ces alternatives, mais en fait, ça en est pas. Ça Ouais, devrait être c'est ça. juste des solutions comme les autres, qui sont d'ailleurs naturelles, donc elles devraient peut-être même être plus mises en avant. Mm. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, toi qui es dedans depuis quand même bah, ouais, 8-10 ans, même plus, enfin, au moins pour toi personnellement, comment ça se fait que ces pratiques, la plupart ancestrales, soient si peu connues? Alors, comment dire? Pour moi, c'est politique, c'est sociétal. C En gros, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, en fait, justement, quand j'ai commencé, moi, à pratiquer pour moi et quand j'en ai pris conscience que je le faisais depuis des années, instinctivement, et que j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on nous enseigne pas ça? Pourquoi c'est pas connu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Pourquoi? Et en fait, toutes mes recherches, tout mène à l'inquisition. Donc c'est une partie, de l'histoire, en fait, de la femme qui a été quand même très violente. Je parle en Occident, hein, qui a été très violente. Et puis, l'Inquisition, ça a duré 300 ans, donc c'est quand même entre 4 et 5 générations de femmes qui ont été bâillonnées, torturées, que leur sexualité a été diabolisée, leur menstruation, leur corps. Enfin, on a quand même perdu énormément de connaissances à ce moment-là, en fait, parce que toutes les femmes qui avaient les connaissances, qui se transmettaient les connaissances de façon orale, de mère en fille, à ce moment-là, elles ont été voilà, c'était les sorcières, elles ont été torturées pour ça. Donc, ces transmissions se sont arrêtées à ce moment-là. Donc, je pense que ça, c'est une des premières choses qui fait que maintenant, dans notre société actuellement, ben, ces transmissions n'est pas continuée. Et puis, bah, politique, parce que, enfin, dans notre société, tout est fait pour qu'on soit en mauvaise santé. Voilà, je vais pas rentrer dans le débat des ordres médicaux qui font des trucs des fois complètement incohérents pour la santé des gens. Enfin, voilà, il y a tout à revoir, quoi. C'est très sociétal, quoi. C'est le capitalisme profond, quoi. C'est plus les gens sont en mauvaise santé, plus ça rapporte d'argent et plus et voilà. C'est ça qui est primordial. Et c'est sûr qu'une femme qui connaît pas toutes ces techniques, qui achète des tonnes de tampons toute sa vie, qui ça la rend malade, qui ensuite va consommer, qui va avoir un cancer de l'utérus et se faire opérer, ça rapporte des milliards au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est voilà. Je vais pas trop rentrer en détail là-dedans, mais je suis assez révolutionnaire par rapport à ça et voilà, c'est un fait, quoi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire mais bon, c'est vrai que c'est pas, même ça m'intéresserait beaucoup de partir sur le débat vraiment politique et social, médical, de la question. Clairement, il y a plein de choses à dire. Je suis pas sûre que ce soit que ça, mais clairement, tu vois, l'origine de l'Inquisition, je l'avais vu, mais le fait que tu en reparles, c'est important. Vraiment l'origine, là, culturelle, de voir que en fait, des droits, des connaissances qui avaient l'air acquises peut-être à l'époque, bah, ont pu disparaître en quelques années. Bon, c'est des siècles, mais quand même, Ouais. pour qu'on se retrouve à devoir tout recommencer maintenant et faire ce que tu fais, qui est du coup hyper important, mais tu devrais pas être. Enfin, je sais pas si vous êtes nombreuses justement à faire ce que tu fais, par exemple en France. De plus Tu en connais, Oui, oui, de plus en plus. Bah, moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, je me sentais un peu seule. En plus, bon, des fois, je me faisais un peu lyncher quand je disais, par exemple, sur Internet que la pilule était dangereuse. Je me faisais un peu insulter et tout. Maintenant, voilà, il y a une énorme ouverture d'esprit. Il y a énormément de femmes qui sentent cet appel, en fait, à retrouver une sexualité, un corps, des menstruations, enfin, une féminité tout simplement plus naturelle, plus saine. Et donc, du coup, forcément, il y a l'offre et la demande. Donc, du coup, il y a de plus en plus de femmes
qui vont vers cette démarche pour enseigner aux femmes, pour travailler comme ça. Moi, en ce moment, on travaille beaucoup en sororité, justement, où on se lie, on se regroupe entre femmes comme ça pour pouvoir créer des écoles. En fait, là, je travaille sur 2 gros projets. Un premier projet qui s'appelle Âme de femme avec Audrey Loops, qui est à l'origine de ça. Qui, du coup, on est 40, je crois 42 intervenantes à se regrouper pour pouvoir proposer une énorme formation en fait aux femmes sur tout ça, quoi. Et une autre avec Amala Klebs qui s'appelle l'école des mystères, où on est, je crois, une douzaine d'intervenantes. Pareil, là c'est en présentiel, où on va vraiment aller travailler loin, enfin profondément sur tout ce qui est féminité, sur tous les aspects de la féminité. Et il y a énormément de demandes. Ouais, c'est OK, mm, c'est génial, d'accord. Et je pensais pas que enfin, vous étiez si nombreuses, en tout cas, à vous connaître ensemble et ouais, si vous pouvez monter, ouais, on se un regroupe. des événements ou une école, des écoles ensemble, ça fera, ça ne pourra qu'aider au niveau de la communication sur ce sujet-là. Ouais, Heu, mais, hem, mais qu'est-ce que tu en penses de, justement parce que c'est la communication autour de la sexualité, en général, de la sexualité de la femme, du clitoris, de comment le corps de la femme fonctionne et surtout son plaisir, mm, j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus, mais surtout, allez, depuis, 2-3 ans, ouais, heu, principalement sur Instagram, il me semble. mm, Moi aussi, voilà, je découvre ces dernières années. Hem, mais pour autant, tu vois des comptes comme le tien, peut-être que je suis pas abonnée au bon, mais je j'en vois pas, des tas ou en tout cas pas dans mon entourage. J'ai trouvé ton compte parce qu'à force de m'intéresser à la sexualité et des comptes qui en parlent forcément, mais tu vois dans mes amies, on vient du même milieu, elles font des voilà, un travail différent. mm. Elles ne connaissent pas forcément tout ça. Comment ça se fait que, tu vois, sur Instagram, on n'entend pas plus parler? Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça émerge hein, au fur et à mesure. Moi, je trouve que Ouais, en 3 ans, là, oui, ça a vraiment explosé. De plus en plus, je pense qu'il va en avoir de plus en plus. En tout cas, il OK. y a une demande des femmes, mais après c'est un milieu particulier. Donc après, c'est vrai que moi, comme je baigne dedans, j'ai l'impression qu'il y en a énormément parce que bah, j'ai énormément de collègues qui travaillent là-dedans aussi. Parce qu'après, c'est vrai qu'on se rencontre, on travaille ensemble, on est dans les mêmes événements, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on Bien est sûr. très nombreuses, mais c'est vrai que peut-être de l'extérieur, c'est pas si évident que ça. OK, mais et du coup, tu trouves ça bien, ce qui est fait? Est-ce que tu vois sur Instagram toutes ces parce que parfois ça peut être aussi hyper contradictoire. Est-ce que parfois il y a pas une injonction au plaisir? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu trouves que la communication qui est faite autour de ça, elle est faite aussi d'une bonne manière et d'une manière, comment dire, bienveillante, que ce soit envers les femmes et d'ailleurs envers les hommes aussi? Parce que, bah, on parle de sexualité, mais on n'est pas toute seule à s'interroger sur notre sexualité. Ouais. Est-ce que, voilà, tu aurais peut-être des critiques ou des choses que tu aimerais améliorer dans la manière dont on parle de sexualité en général dans les médias et notamment sur Instagram? Bon, je t'avoue que moi, j'ai très peu de temps. En fait, j'ai pas la télé, j'ai pas la radio. Je vadrouille peu sur Internet. En fait, quand j'y suis, Ouais, c'est pour mon boulot, tu vois. Du coup, je regarde pas exactement comment, enfin voilà, comment c'est mis. Après, je le vois vite fait, tu vois, de loin et tout, mais j'ai pas le temps en fait d'aller regarder plus en détail tout ce qui se passe. Après, oui, c'est vrai que ce que tu dis, là, l'injonction au plaisir, l'injonction à ci, à ça, moi, j'ai du mal avec ça parce que je pense qu'on peut amener des pistes de réflexion sans obliger les gens à aller vers ça. Et il y a des centaines et des centaines d'outils, de choses différentes qui existent pour pouvoir aller mieux, se connecter à soi, à son corps, à sa sexualité. Et il faut juste trouver le bon, ce qui nous convient, ce qui nous intéresse. Et j'aime bien plutôt essayer de dire que c'est libre, que chacune doit faire comme elle veut, comme elle ressent, qu'elle s'écoute. Euh, voilà quoi. Après, ouais. Je sais pas quoi dire. OK, d'accord. Je vais un peu dans tous les sens souvent, dans mes podcasts, mais je reviens un peu, aux femmes qui font des stages avec toi. Tu me disais donc parfois tu avais des mères et leurs filles, voilà. C'est quel type de femmes qui viennent te voir? Est-ce qu'elles sont c'est des simples curieuses? Est-ce qu'elles ont vraiment des problèmes avec, voilà, leur sexualité? Certaines avec, du coup elles n'arrivent pas à se détendre, voire limite du vaginisme, Mm. dont tu me parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une représentativité, enfin une représentation, majoritaire dans ces femmes? Est-ce que tu as Mm. un type de femme qui vient te voir?
Non, c'est dingue parce que non, en fait, j'ai vraiment de tout type, tout style, toute raison sociale, tout âge. J'ai des jeunes filles très jeunes qui viennent me voir et d'autres des dames de, je pense que la plus âgée que j'ai eue en stage, elle devait avoir 91 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, j'ai vraiment, ouais, tous les âges et enfin, ouais, il y a pas de après, bah, souvent, quand elles viennent me voir, c'est soit qu'elles ont envie d'aller plus loin dans la connaissance d'elles-mêmes, soit qu'elles ont une problématique. Souvent, c'est ça, hein, elles ont une problématique et elles cherchent une solution pour y remédier. Et l'œuf de Yoni est un des outils parmi tant d'autres pour y arriver. Bien sûr. Et quand elles sont venues te voir, est-ce qu'elles sont venues te voir directement? Est-ce qu'elles ont déjà tenté par la médecine, voilà, plus traditionnelle? Est-ce qu'elles ont voilà, elles ont pas trouvé leur compte auprès d'un médecin généraliste, d'un kiné ou d'un gynécologue? Ouais. Ou alors elles sont venues te voir directement? Ouais, souvent c'est le cas. Souvent, elles ont déjà essayé beaucoup de choses et elles n'ont pas eu de résultat. Et elles viennent me voir en dernier recours. Ça arrive régulièrement. Bah, surtout dans le cas de vaginisme. Euh, et, euh, ou sinon, il y en a qui viennent me voir parce que tout simplement, elles ont plus confiance en la médecine, autre chose. Elles ont pas envie d'aller voir un gynécologue parce qu'elles ont souvent une, je peux dire pratiquement toutes les femmes que je vois ont subi des violences obstétricales, gynécologiques. C'est un truc de fou. Le nombre de femmes qui Ouais. ont déjà subi ce genre de violence. Je pense que j'ai, Au moins une très mauvaise expérience ou voire une violence un peu morale, ah ouais, ouais. c'est un truc de fou parce qu'on a fait une fois un test. On était dans une salle, on était plus d'une vingtaine. J'avais demandé aux femmes de lever la main, celles qui n'ont pas jamais subi ce genre de violence, et en fait personne n'a levé la main. Mmh. Ouais, en tant que femme, on le sait très bien, ça nous est tous arrivé au moins une fois, voire deux, d'avoir ce genre de comportement en face de nous. Donc, j'en vois beaucoup qui sont un peu dégoûtées de ça et qui ont plus confiance, qui ont plus envie, qui veulent plus ça. Et du coup, elles viennent me voir parce qu'elles savent pas quoi faire d'autre, parce qu'elles savent pas à qui s'adresser, parce qu'elles sont un peu perdues. Ça, c'est sûr que c'est récurrent. C'est triste. D'accord, et tu as vraiment aussi, un rôle, d'accompagnement psychologique, enfin, souvent quand tu as été face à ça, mais comment tu t'es formée à ça? Parce que ça, c'est par l'expérience, finalement. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, parce qu'en soi, moi, j'ai pas vraiment de diplôme, hein. C'est vraiment que mon expérience. Moi, j'ai tout appris en autodidacte. Et après, bon, comme je te disais, je relais beaucoup aussi, hein. Je travaille avec des femmes de confiance, des sages-femmes qui sont vraiment très, très bienveillantes, à qui je sais que si j'envoie une femme qui est en souffrance par rapport à ça, elle sera très, très bien traitée. Et voilà. Et ça va aider aussi à la réconciliation. Mais ouais, moi j'ai pas de formation en soi, hein. C'est au feeling. Oui, non, mais enfin, pour moi, c'est pas un problème, tu vois? Mais je sais que pour d'autres, ça pourrait l'être, enfin, au premier abord, en tout cas. Est-ce que pour toi, en tout cas au début, parce que c'est bon, maintenant, je crois que tu as pu faire tes preuves depuis longtemps, mais est-ce qu'au début, tu t'es, posé des questions de celles de légitimité, de, c'est enfin, le fameux syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu l'as senti toute seule ou on te l'a fait sentir? Et puis comment tu as fait, face à ça? Ouais, alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé, mais pas avec cette entreprise-là, mais quand j'ai commencé justement avec ma première entreprise où j'enseignais sur les plantes médicinales, moi j'ai pas de diplôme d'herboriste ou je ne sais quoi. J'ai jamais vraiment étudié les plantes. C'était voilà par transmission familiale et par en autodidacte et par mes voyages et les rencontres que j'ai faites. Et quand j'ai commencé du coup à enseigner, on me posait tout le temps cette question, mais où est-ce que tu as étudié? Et comme j'avais pas de réponse et que je me disais putain j'ai pas de diplôme, je suis pas légitime, tout le temps on me remettait face à ça. Et le jour où je me suis dit mais en fait je suis capable, enfin je connais énormément de choses sur les plantes, les gens qui venaient à mes stages étaient contents quand même, ils repartaient pas enfin, ils avaient l'air d'être heureux d'avoir appris plein de choses. Donc, je me suis dit, faut que j'arrête avec ça. Je suis légitime et basta. Et puis, bah, du jour au lendemain, j'ai plus ce genre de questions, hein. Forcément, si moi, à partir du moment où moi, je me suis sentie légitime dans ce que je faisais, je n'ai plus ces questions. Et c'est vrai que du coup, pour Free Moon, là, pour la féminité, je me suis jamais posé cette question. Je me sens légitime parce que je sais que je suis à ma place dans ce que je fais. Je le fais avec les tripes. J'ai retour tous les jours. Des femmes que j'ai aidées, donc voilà, je sais que je suis à ma place. Il y a aucune, j'ai aucun souci de légitimité avec ça. OK. Non, mais trop bien parce que parfois ça peut mettre des années et même des gens, voilà, qui sont diplômés,
ont ce fameux syndrome et puis de toute façon, le diplôme, ça dépend quoi. On peut très bien être diplômé dans une filière et faire complètement autre chose, mais apparemment, c'est quand même mieux reconnu. Donc, mais trop bien que tu puisses le dire comme ça, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, j'avais encore quelques questions avant que tu sois prise par un rendez-vous. On parle, bon, ça revient un peu sur tu vois, les réseaux, tout ça, mais même si t'es pas sur les réseaux, on parlait souvent de libération sexuelle dans les années 70. Et on dit que là, il y a un peu une nouvelle révolution féministe aujourd'hui, une révolution sexuelle aussi, une révolution du clito, je dirais même, puisqu'on Ouais. le voit partout maintenant, et c'est très bien comme ça. Euh, Est-ce que c'est concret pour toi et qu'est-ce que tu imagines pour plus tard? Qu'est-ce que là, ce qui peut se passer en ce moment, s'il se passe vraiment quelque chose, comment ça va avoir de l'impact pour plus tard? Comment on fera, quel sera notre rapport au sexe dans le futur selon toi? Oui, alors oui, oui, c'est sûr qu'en ce moment, on vit une énorme révolution. Je pense que les femmes ouvrent la parole, quoi. Les femmes en ont marre. Bon, après, on est dans une société patriarcale et ouais, je pense que c'est en train vraiment de changer. Comment ça va évoluer? Ben, en positif, j'espère. Et je me rends compte aussi que les hommes, de plus en plus, ouvrent cette voie aussi parce que les hommes, même si on est dans une société patriarcale, il y en a plein qui s'y retrouvent pas du tout et qui portent la voix aussi avec les femmes, en fait. Moi, je le sens, en fait. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont là-dedans. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus. Oui, non, mais pas de souci. C'est une grande question après on y répond comme on veut, hein. Mais justement, ces hommes-là, ça peut être un gros sujet aussi. On va pas faire forcément un débat sur le féminisme maintenant, même si ça m'intéresse aussi. Mais euh, tu vois, ces hommes qui soutiennent la libération sexuelle des femmes, comme en ce moment, toi, tu le vois comment? Voilà, tu dis que c'est une bonne chose, mais est-ce qu'ils sont alliés? Est-ce qu'ils ont le droit de dire qu'ils sont féministes? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Je sais qu'on peut avoir un avis ou l'autre. Moi, je suis assez partagée sur la question aussi. Voilà, quelle est la place des hommes dans cette libération de la parole que nous, on est en train de prendre en tant que femmes en ce moment? Hum, bah, la place des hommes, je sais pas pourquoi tu dis que t'es partagée en fait. Parce que, tu sais, parfois, enfin, on dit qu'il y a vraiment un sujet de pour moi, c'est vraiment une question de vocabulaire en ce moment sur, tu sais, est-ce qu'un homme a le droit de se revendiquer féministe ou est-ce que c'est juste un allié? Et parce qu'en fait, il peut pas être féministe parce que c'est pas une femme et qu'il il vivra jamais, il aura jamais vécu toutes les oppressions qu'on peut subir en tant que femme, ce qui est clair, et vrai. Après, moi, la définition du mot féministe, mais elle est plus simple que ça. Pour moi, elle est juste voilà, revendiquer et vouloir l'application des droits de l'homme et de la femme pour qu'ils soient égaux, quoi. Et donc, à partir du moment où on est d'accord avec l'égalité homme-femme, je pense qu'on peut se revendiquer féministe, mais bon, après, c'est politique et militant et tout. Mais voilà, je me demandais si toi, tu vois, par exemple, dans ton travail au quotidien, est-ce qu'il y a des hommes qui t'entourent? Est-ce qu'ils soutiennent ce que tu fais? Euh, est-ce que parfois tu trouves qu'ils prennent trop de place dans ce soutien-là, dans ce que tu fais? Tu vois, Non, ouais, non. Bah, moi, les hommes qui me soutiennent dans cette activité, ils sont complètement au service, en fait. J'ai remarqué que c'est des hommes qui ont juste envie d'être là pour soutenir les femmes, voilà, pour donner euh, leur force à ce mouvement-là, aux femmes, et plutôt bienveillants et ouais, et en soutien. Et tu vois, le terme féministe, c'est vrai que moi, pendant longtemps, en fait, je me suis dit, je ne suis pas féministe. En fait, je me revendiquais pas du tout féministe parce que pour moi, féministe, c'était euh, comment expliquer ça? Euh, En fait, tu vois, les femmes dans les années, tu vois, 70, quand elles se sont battues pour l'égalité homme-femme, je trouve qu'elles étaient du coup dans une démarche presque inverse en fait de ce que moi je recherche dans la féminité.
elles se sont battues pour être comme des hommes, en fait, pour pouvoir travailler autant qu'un homme, pour pouvoir baiser autant qu'un homme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est et moi je me retrouve pas comme ça dans ma féminité. En fait, j'ai pas envie d'être un homme. J'ai pas envie d'avoir la même force physique qu'un homme. J'ai pas envie d'aller devenir maçon ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, c'est peut-être des stéréotypes en fait que je donne, mais Moi, je peux comprendre qu'on le voit comme ça, mais en fait, c'est vrai qu'elles se sont battues pour avoir les mêmes droits, en fait. ouais, c'est Mais mais du coup, il y en a pas plein. forcément pour Moi, j'en connais beaucoup en fait des vieilles féministes en fait qui sont hyper young en fait, qui sont on dirait des mecs quoi. Elles ont oublié leur féminité quoi. Elles ont vraiment elles ont pas un bon équilibre entre féminin et masculin en elles. Et je pense. Du coup, c'est quoi un bon équilibre entre féminin et masculin? Parce que je t'avoue que je suis pas sûre de, enfin, de savoir exactement de quoi tu parles là. Alors en fait, moi je pense que chaque être, que ce soit un homme ou une femme, a un pôle féminin, un pôle masculin. Tu vois, un yin et yang, quoi, on va dire. Et que du coup, bah, ce qui est équilibré, c'est d'être, d'avoir autant ton masculin qui est bah, sacré, on va dire, et ton féminin qui est pareil. Tu vois, que tu sois vraiment équilibré dans cette polarité en toi. Et et du coup, comment expliquer ça? C'est pas évident, hein. C'est tout un truc. Et en fait, je pense que on peut être une femme en étant féminine, mais aussi équilibrée dans son masculin. Tu vois, pour moi, l'énergie masculine, c'est l'énergie de mise en action, de combattante, combative. Tu vois, et je pense que c'est important d'avoir cette énergie masculine en tant que femme, et mais aussi bah, c'est un équilibre avec ton énergie féminine. Et pareil pour un homme. Je pense qu'un homme, il peut avoir son énergie féminine, c'est-à-dire sa sensibilité, sa connexion, tu vois. Il peut être équilibré aussi entre les deux. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. D'accord, non, mais en fait, je pense que tout est lié à ce que tu as appris avec donc avec le taoïsme et le yin et le yang, etc. Et donc, c'est vrai que peut-être que on n'a pas forcément ces codes-là, mais dit comme ça, si c'est clair, c'est que dans tous les cas, homme comme femme, on va avoir une part de féminin, une part de masculin. Après, là où j'aurais peut-être plus de mal ou d'autres personnes à comprendre, c'est pourquoi, par exemple, ce que tu disais, la force d'action, etc., ce serait une partie masculine, même si on peut la retrouver chez la femme, et pourquoi d'autres choses comme la sensibilité, etc., serait une partie féminine, même si on peut la partie féminine, même si on peut la retrouver chez l'homme, tu vois. Mais C'est sinon, l'essence d'une énergie, c'est l'essence d'une émotion. ok, Ça c'est presque c'est spirituel après, tu vois. Après ok. on rentre dans des détails, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je me sens pas en fait égale de l'homme. En fait, je me sens complémentaire. Je pense qu'on est différents, qu'on a des similitudes, mais on a énormément de différences aussi. Et je me sens complémentaire. Et je pense que ce soit dans un couple ou ton couple intérieur, je pense que l'équilibre vraiment est primordial. Et voilà, ouais, je sais pas quoi te dire de plus parce que j'ai l'impression que je pars dans un truc et que j'ai l'impression que tu as du mal à suivre, mais Oh non, non, pas du tout. Mais c'est non, mais pas du tout. C'est chacun sa vision de voir les choses. Non, mais je pense que du coup, enfin, t'avais du mal avec le mot féminisme à cause de ça, et moi aussi, je suis la première à avoir du mal avec le mot féminisme, donc il y a pas de souci. C'est juste, c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Je peux être d'accord avec toi sur le côté complémentarité, mais je pense que quand je disais égalité, c'était juste au niveau des droits. Après, de la tu vois, des caractères dans un couple. D'ailleurs, que tu sois dans un couple homosexuel, on va pas parler d'homme ou de femme, donc du coup, c'est toujours une histoire de complémentarité dans une relation. On peut peut-être conclure là-dessus, en tout cas peut-être se rapprocher là-dessus, je pense. Mais, mais ouais, ok, d'accord. Mais ouais, c'est pas forcément évident là sans avoir tous les codes et je veux dire, toutes les références que tu peux avoir. c'est Peut-être que dur ça mériterait que je en une me... heure de rentrer là-dedans, tu vois. On va en parler pendant une journée complète, mais ouais, ouais. Eh ben, écoute, je vais me renseigner encore plus là-dessus, et peut-être que je pourrais, d'ici quelques années, refaire un épisode avec toi, et entre-temps, peut-être avoir fait un stage. Donc voilà, je vais voir. Et dernière petite question, comment on s'inscrit du coup, comment on peut s'intéresser plus à ce que tu fais? Donc bien sûr, il y a ton site. Oui. Comment on peut participer à tes stages? Bah, surtout vu les circonstances particulières du post-confinement. Oui. Voilà.
Alors, ouais, sur mon site, il y a toutes les infos. C'est www.free-moon.fr. Il y a mon agenda avec tous mes déplacements parce que je fais des stages partout en France, même à l'étranger. Et là, je suis en train de terminer, ça traîne parce que c'est long, c'est du boulot, des formations en ligne aussi, une formation sur la contraception naturelle et une formation sur l'œuf de Yoni. Et puis voilà, puis sur mon site, il y a aussi la boutique en ligne. On peut me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et j'ai une chaîne YouTube aussi avec des vidéos. Voilà, toutes les infos sont là. Ok, d'accord, super. Écoute, on a parlé de plein de plein de choses et je sais que parfois je me suis un peu éparpillée dans mes questions, mais merci beaucoup d'avoir suivi. Et écoute, je pense que ça va intéresser plus d'un, plus d'une. Donc... Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter Talk Podcast. Je profite de ce 10e épisode pour vous annoncer officiellement que je me lance enfin moi-même dans l'entrepreneuriat dans la sexualité. J'ai lancé Talk Universe, le concept store dédié au plaisir. Talk Universe, c'est quoi ? C'est une sélection pointue de jouets, d'accessoires et d'objets d'inspiration à l'érotisme et l'épanouissement sexuel. Mais sans chichi, la plupart sont des objets de technologie et de design pensés pour ton plus grand plaisir, en France et ailleurs. Nous sommes donc le concept store du plaisir. Notre ambition, c'est simple, libérer la parole autour de la sexualité en proposant une image positive, inclusive et ludique de la sexualité, pour la diversité des sexualités et des plaisirs possibles. Le site est en ligne, c'est talk-universe.com. Je vais vous mettre le lien en description. Mais sinon, exceptionnellement, vous pouvez me retrouver du 25 au 28 juin au 17 rue Ferdinand Duval au Pop Hot Store à Paris. N'hésitez pas à venir faire un tour et à découvrir une bonne partie des produits qu'il peut y avoir sur le site. Merci à vous et à la semaine prochaine.